Tout commence avec une bande de braqueurs qui viennent tout juste de réussir un coup énorme pendant une grande foire. Ils repartent en trombe, le coffre plein à craquer, $1 million fraîchement volé. Dans l'habitacle, l'excitation se mêle à la tension. Leur prochain objectif, rien de moins qu'une bijouterie réputée, au cœur d'un quartier chic. Parmi eux, il y a Parker, un type à part, toujours calme, toujours méthodique, avec ce regard perçant qui analyse tout en silence. Tout le monde sait qu'il est brillant. Il ne laisse rien au hasard et ne supporte pas l'improvisation. Sans lui, le prochain braquage serait beaucoup plus risqué. C'est pour ça qu'il le presse de rester avec eux, de faire encore un dernier coup. Mais Parker refuse, catégorise. Il n'aime pas leur méthode, trop brutale. Le chef de la bande, Melandé, voit rouge. Il le prend comme une trahison. Sans hésiter, il ordonne à un de ses hommes, un colosse au regard vide, d'abattre Parker sur le champ. Mais Parker est vif comme l'éclair. À peine le temps de voir l'arme sortir qu'il envoie un violent coup de coude au visage de l'homme assis à côté de lui. Le véhicule fait une embardée violente, frôlant de justesse un camion sur la route. D'un geste froid, sans ciller, il pointe son arme vers Parker et appuie sur la détente. La balle vient se loger dans la poitrine de Parker. Parker sent la brûlure, le souffle lui ment, mais l'instinct prend le dessus. Il brise la vitre latérale d'un coup d'épaule, et dans un dernier effort, se jette hors de la voiture en pleine vitesse. Son corps roule sur l'asphalte avant de s'écraser lourdement dans un fossé au bord de la... Mais pour Melandé, ce n'est pas suffisant. Il ordonne à son complice, encore groggy du coup de coude, d'aller finir le travail. L'homme s'approche, le regard rempli de haine. Il tire sur Parker déjà au sol, puis, pour être sûr, le pousse plus loin dans le fossé, persuadé qu'il ne se relèvera jamais. Et pourtant, ce n'est pas la fin de l'histoire. Revenons un peu en arrière. Parker et ses hommes n'étaient pas vraiment amis. Leur rencontre n'a rien dû à... Tout a commencé grâce à Monsieur Orley, un vieux voleur rusé, respecté dans le milieu, et père d'une jeune femme prénommée Claire. Orley connaissait le potentiel de Parker, un cerveau froid, capable de transformer un braquage en opération chirurgicale. Quand il l'a présenté au reste de la bande, c'était presque comme un saut de confiance. Il savait que Parker pouvait rendre leur plan infaillible. Mais Parker avait toujours ses propres règles gravées dans le marbre, voler seulement ceux qui ont de l'argent à perdre. Et surtout, jamais de sang innocent sur les mains. Cette philosophie, il ne l'a jamais trahi. C'est ce qui faisait de lui un braqueur respecté, et aussi redouté. Parce qu'il savait dire non, même quand tout le monde autour de lui disait oui. Et ce refus, ce simple mot, non, allait tout changer. Parce qu'à partir de là, la ligne était franchie, et la route vers la trahison devenait inévitable. Le jour du braquage de la foire, tout paraissait réglé comme du papier à musique. Chaque détail avait été pensé, chaque seconde compte. Deux complices, grimés en clown, avaient soigneusement choisi leur position. À l'abri des regards, ils tirèrent un grand drap pour masquer l'accès qu'ils allaient utiliser. Leur rôle, dissimuler le passage et détourner l'attention. Pendant ce temps, un autre membre de l'équipe, plus agile, se faufilait sous un vieux panneau mural, rampant dans la poussière et l'obscurité pour rejoindre directement la chambre forte. De son côté, Parker portait un costume de prêtre et une perruque sombre qui le rendait presque méconnaissable. Il jouait son rôle à la perfection. Posture droite, regard sérieux, geste calme, tellement crédible qu'un commerçant amusé l'invita même à participer gratuitement à un petit jeu de tir sur des canards en plastique. Parker accepta avec un léger sourire, visa, toucha sa cible du premier coup. Il gagna un petit lot qu'il tendit aussitôt à une fillette aux yeux brillants, trop timide pour parler. En apercevant enfin les ballons flotter dans le ciel, Parker comprit que l'opération était lancée. Il se dirigea d'un pas décidé vers la cabine de sécurité où l'attendait Auguste, un des complices, visiblement plus intéressé par les passantes que par le plan. La tâche d'Auguste était pourtant simple mais essentielle. Allumer un incendie discret dans une écurie voisine, assez loin pour ne blesser personne, mais assez près pour attirer pompiers et policiers et libérer le champ. Mais rien ne se passa comme prévu. Parker, de son côté, continuait à jouer son rôle à la perfection. Dans sa tenue de prêtre, il croisa deux policiers intrigués. Parker s'approcha, posa une main rassurante sur son épaule, lui parla doucement, comme un vrai prêtre l'aurait fait. Il promit qu'aucun mal ne serait fait, et surtout, il fit en sorte que personne ne panique et n'appelle du renfort. Parce que, pour Parker, le braquage parfait, c'était celui où personne ne sait. Mais dehors, Auguste, qui avait changé d'avis, finit par allumer un incendie trop loin et trop tard. Les flammes se propagèrent vite, touchant des herbes sèches laissées à l'abandon. En quelques minutes, elles déclenchèrent une série d'explosions violentes et incontrôlées. La fête tourna au chaos. Cris, fumée, hurlements. Ce qui devait n'être qu'une simple diversion devint une catastrophe incontrôlable. Parker, en entendant les premières explosions, comprit d'un coup que leur plan venait de s'effondrer et que, dehors, des innocents risquaient d'y laisser la panique s'était propagée comme une traînée de poux. Les cris fusaient de toutes parts, les gens couraient dans tous les sens et sur le sol, des blessés gisaient, certains pris au piège sous des débris. Parker, en voyant ce chaos qu'il avait tout fait pour éviter, sentit une colère sourde monter de retour dans leur planque improvisée. Sans prévenir, il se jeta sur Auguste et le frappa violemment, le projetant contre le mur. Auguste, sonné, ne put même pas se défendre. Après ce déchaînement, le groupe reprit son sang-froid et se concentra sur le plus urgent, faire disparaître leurs traces. Ils transférèrent rapidement les sacs remplis d'argent dans une autre voiture, prêts à prendre la fuite avant que la police ne les retrouve. Mais c'est à ce moment précis que Melandé, fidèle à sa nature, passa à l'acte. La balle frappa Parker, mais le destin en décida autrement. Entre la vie et la mort, Parker resta immobile, tandis que le sang coulait lentement de sa blessure. C'est là qu'un prêtre et ses deux enfants, venus par hasard sur cette route isolée, le découvrirent. Sans hésiter, ils le hissèrent tant bien que mal sur la banquette arrière et foncèrent vers l'hôpital le plus proche. Après des heures,
Parker finit par ouvrir les yeux. La première chose qu'il entendit, ce furent les bribes des infos à la télévision de la chambre. Un homme était mort dans l'explosion provoquée par l'incendie. Ce qu'il redoutait s'était produit. Et cette fois, la colère céda la place à une détermination glaciale. Il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, se venger. Mais la police, elle, ne tarderait pas à arriver. Parker, affaibli mais porté par sa rage, passa à l'action. Il assomma une infirmière qui entrait vérifier ses constantes, lui vola sa blouse et se déguisa en médecin. Puis, pour sortir sans attirer l'attention, il poussa calmement un vieil homme en fauteuil roulant jusqu'à la sortie. Dehors, il se faufila entre les gyrophares et disparut dans la nuit. Blessé et seul, il se réfugia dans une ruelle sombre où il trouva une ambulance laissée sans surveillance. Là, il se soigna tant bien que mal, stoppant l'hémorragie avec des pansements et des antidouleurs volés. Chaque geste lui arrachait une grimace, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Sachant qu'il avait besoin d'une nouvelle identité pour agir librement, il contacta Nord, un faussaire réputé du milieu. En attendant que les faux papiers soient prêts, Parker braqua un prêteur sur gage. Quelques coups bien placés, un regard déterminé, et il repartit avec de quoi tenir quelques jours. Enfin, Parker décrocha son téléphone pour appeler Orley. Sa voix était rauque, épuisée mais déterminée. Il raconta tout. Orley, inquiet, l'avertit aussitôt. Melandé n'était pas qu'un petit voleur, il travaillait pour un mafieux redouté. Un certain dans un. Quant à Auguste, il n'était pas n'importe qui non plus, mais Parker n'en avait rien à faire. Pour lui, c'était trop tard pour reculer. Orley, voyant qu'il ne pourrait pas le convaincre, finit par céder et lui donna une piste. Bobby, le frère d'Auguste, traînait souvent dans un bar malfamé. Parker s'y rendit sans attendre. Finalement, sous la pression, Bobby craqua et révéla ce que Parker voulait savoir. Auguste se terrait à Palm Beach. Sentant que Melandé pouvait vouloir se venger en s'en prenant aux rares personnes qui comptaient pour lui, Parker n'hésita pas une seconde. Il appela Claire et Orley pour les prévenir. Sa voix était ferme, sans appel. « Cachez-vous, ne me posez pas de questions. » Même si Claire voulait protester, Orley comprit que Parker ne laissait jamais rien au hasard. De son côté, Parker mit son plan en marche. Grâce aux faux papiers fournis par North, il devint un autre homme. Nouveau nom, nouveau passé, même nouvelle coupe de cheveux. Avec cette nouvelle identité, il mit le cap sur Palm Beach, un endroit où le luxe côtoie le danger et où les apparences comptent plus que tout. Pour ne pas éveiller les soupçons de la police ou du gang de Melandé, Parker joua le rôle d'un riche investisseur à la recherche d'une maison. C'est là qu'il croisa le chemin de Leslie, une agente immobilière usée par les échecs et les dettes. Pour elle, ce client tombé du ciel ressemblait à un miracle. Elle n'osait pas y croire, mais elle décida de tout donner pour ne pas le laisser filer. Parker, lui, observait tout. Chaque rue, chaque sortie de secours, chaque caméra. Car il savait qu'à Palm Beach, Melandé préparait un nouveau braquage, le vol d'une collection de bijoux hors de prix lors d'une prestigieuse vente aux enchères. Ce n'était pas une intuition, mais une certitude. Au fil des visites, Leslie commença à percer la carapace du mystérieux client. D'abord méfiante, elle remarqua dans son regard autre chose qu'un simple acheteur. Parker finit par se confier, du moins en partie. Il lui avoua qu'il n'était pas celui qu'il prétendait, et qu'il devait arrêter des hommes dangereux. Surprise et terrifiée, Leslie hésita. Mais il y avait dans les yeux de Parker une détermination, presque un éclat de sincérité, qui la poussa à lui faire confiance. Le jour du braquage arriva enfin. Melandé et ses complices, déguisés pour passer inaperçus, s'infiltrèrent dans le lieu de la vente. Mais Melandé, prudent et rancunier, avait aussi envoyé un tueur pour éliminer Parker avant qu'il n'ait le temps d'intervenir. Le tueur surprit Parker chez lui, pensant l'abattre facilement. Mais Parker, même affaibli, se battit comme un diable. Le combat fut brutal, les meubles volèrent, la sueur et le sang se mêlèrent. Finalement, Parker prit le dessus et neutralisa son agresseur, le souffle court mais vivant. Le lendemain matin, Leslie découvrit Parker chez elle, le corps marqué de bleu et d'antin. Elle aurait pu le dénoncer ou le fuir. Au lieu de ça, elle choisit de le cacher et de l'aider. Peut-être par peur, peut-être par instinct, ou simplement parce qu'elle croyait encore qu'il n'était pas comme les autres. Pendant ce temps, la police frappa un premier coup contre le gang. Auguste, tentant de fuir en bateau avec une partie du butin, fut arrêté. Mais Melandé restait en liberté. Parker savait que le moment était venu d'en finir. Il se rendit à l'endroit où se cachait Melandé, bien décidé à ne plus laisser cette histoire traîner. Ce dernier affrontement fut tout sauf élégant. Les coups pleuvaient, les cris résonnaient. Leslie, prise au milieu du chaos, réussit malgré tout à se défendre, frappant un des complices pour sauver sa peau. Parker, méthodique même dans la violence, affronta Melandé dans un duel à mort. Il le tua, sans remords. Puis, face à Auguste dont l'arme avait été sabotée plus tôt, Parker ne laissa aucune chance. Auguste périt à son tour. Avec Melandé et Auguste hors d'état de nuire, Parker rassembla les bijoux volés. Avant de partir, il regarda Leslie une dernière fois. Il savait qu'en restant, il mettrait sa vie en danger. Alors, il fit ce qu'il fallait. Il disparut. Plus tard, Leslie reçut un colis anonyme. À l'intérieur, une liasse de billets conséquents. Un remerciement silencieux pour l'avoir aidé quand elle aurait pu le trahir. De son côté, Parker n'oublia pas non plus le prêtre et ses enfants qu'il avait sauvés. Eux aussi reçurent de l'argent, de quoi changer un peu leur vie.